Retour au débat de France 24 consacré à la campagne ici en France, à 52 jours du premier tour de l'élection présidentielle. On en parle avec Jérôme Dubu, conseiller de Paris, Les Républicains. Je rappelle que vous soutenez aujourd'hui Emmanuel Macron. Pierre Licia, vous êtes conseiller d'arrondissement élu Les Républicains également à Paris. Et vous restez fidèle à François Fillon. Henri Loret, vous êtes éditorialiste au Télégramme. Et Jérôme Sainte-Marie, politologue, président de l'Institut de sondage Pollingvox. Alors celui qui fait, pour le moment on l'a dit, office de favori, c'est donc Macron, et celui qui était le favori de l'élection présidentielle il y a encore quelques semaines, lorsque l'année a débuté, et qui promettait à l'époque aux Français des sacrifices gagés sur sa propre probité personnelle à lui. Bien voilà, 3 papiers du Canard enchaînés plus tard et une information judiciaire. Eh bien François Fillon est désormais un candidat qui lutte pour simplement pouvoir se maintenir dans la course, alors qu'un rendez-vous est désormais fixé au pôle financier. Il risque une mise en examen 2 jours avant la date limite de dépôt des candidatures, et les appels se multiplient à droite pour réclamer son retrait de la course. Possible de relancer la campagne. Énième réunion de crise ce matin au QG de François Fillon. Les visages sont tendus, les ténors du parti Les Républicains ne parlent pas. L'objectif aujourd'hui, c'est de rassurer la famille politique. On est au travail, on est en campagne. À la sortie, en revanche, François Baroin en appelle aux électeurs. C'est une relation entre un homme et le peuple désormais. Mais les mauvaises nouvelles s'accumulent. Un petit mot sur la défection de Sébastien Lecornu. Xavier Bertrand ne répond pas, mais Sébastien Lecornu, directeur adjoint de la campagne de François Fillon, a bel et bien publié ce communiqué. J'ai présenté aujourd'hui ma démission, explique-t-il. Quelques heures plus tard, un deuxième conseiller fait la même chose. Et les défections parmi les élus se multiplient. Cet élu du Nord, sarkozyste et député Les Républicains, demande à François Fillon de se retirer. Il est allé dire à un JT aux 20h que s'il était mis en examen, eh bien, il arrêterait la campagne électorale. Aujourd'hui, il sait qu'il va être mis en examen, donc il doit respecter cette parole. Depuis hier soir, au moins une trentaine d'élus ont publiquement fait savoir qu'ils ne soutenaient plus le vainqueur de la primaire. Je croyais en François Fillon. Je croyais qu'il était différent des autres. J'avoue que je suis déçu et triste. Triste pour les militants, pour les sympathisants et pour tous celles et ceux qui ont cru en François Fillon. Nous avons une élection dans 2 mois et je pense qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à un moment où nous avons besoin d'un candidat qui soit totalement dédié à la campagne présidentielle. Mais les principaux lieutenants de François Fillon font toujours bloc autour de leur candidat. Aujourd'hui, soit on déserte, soit on soutient. Moi, mon choix, c'est de soutenir non seulement quelle que soit sa décision, pour faire gagner ma famille politique, mais surtout pour éviter les menaces qui planent sur mon pays. Une marche de soutien à François Fillon est d'ailleurs organisée dimanche à Paris, au Trocadéro. Un pari pour tenter de relancer la campagne. Voilà, et François Hollande a d'ailleurs réagi en expliquant qu'en désavouant ces manifestations contre ce qu'il estimait être la justice. Beaucoup de demandes donc désormais à droite à François Fillon de se retirer. Le premier à le demander, c'était vous. Georges Fenech, bonjour. Vous êtes député du Rhône pour Les Républicains, membre de la commission des lois. Il y a un mois maintenant, vous aviez demandé à François Fillon de se retirer. Vous étiez seul, vous ne l'êtes plus. Quelle est votre réaction ? J'ai une réaction d'abord de grande tristesse de voir se dérouler sous nos yeux la chute d'un homme politique de premier plan qui avait réussi une primaire remarquable. Le problème, c'est que nous sommes face à un télescopage, et ça je l'ai vu effectivement très rapidement, dès le 1er février, lorsqu'il nous avait réunis à son QG, un télescopage entre un calendrier judiciaire qui met en cause tout de même, malgré la présomption d'innocence, sa probité, qui était un marqueur de sa campagne, qui lui a fait gagner aussi sa campagne et pas uniquement le projet. Et tout cela, ce télescopage, nous rend totalement inaudibles. Je crois sincèrement que le crédit de François Fillon est très écorné, qu'il ne peut plus prétendre à la qualification pour l'élection présidentielle. C'est pourquoi j'appelle, moi, aujourd'hui, avec beaucoup maintenant, quand on nous dit qu'il n'y a pas de plan B, si, nous avons une personnalité qui est une autorité morale dans notre famille politique, qui a une stature internationale et qui peut reprendre ce flambeau et ce projet
c'est Alain Juppé, avec lequel je me suis entretenu ce matin, et celui-ci est d'une grande loyauté vis-à-vis de François Fillon, mais il faut que maintenant la base, les députés, les élus réagissent, qu'il y ait un sursaut républicain. Georges Fenech, vous demandez aux élus, les Républicains, d'adresser leur parrainage à Alain Juppé. Vous dites que vous lui avez parlé dans la matinée, vous lui avez demandé son avis à lui, et vous en appelez donc à la base pour le convaincre ? Mais moi je crois que s'il y a une montée en puissance, si un nombre significatif de parrainages arrive devant le Conseil constitutionnel dans les tout prochains jours, je ne vois pas comment cet homme de premier plan pourrait ne pas accepter d'être ce recours et d'assumer cette responsabilité. L'enjeu est trop important. Je suis convaincu que Alain Juppé est prêt pour endosser cette responsabilité. Il vous a donné le sentiment qu'il était prêt à y aller comme ultime recours, Alain Juppé ? Alain Juppé est notre recours, j'en suis absolument convaincu. Mais encore faut-il que François Fillon se retire, mais je pense que c'est maintenant imminent. On voit bien que tous ses proches, le QG, il y a en ce moment des tas d'appels de collègues parlementaires à son retrait. Il faut d'un côté que François Fillon accepte de sacrifier son propre sort personnel dans l'intérêt du pays, et ensuite, vous verrez que les appels à la candidature d'Alain Juppé vont se multiplier sur tout le territoire national. Vous imaginez que la demande puisse émaner de François Fillon lui-même s'il se retirait? On le sait, c'était ce qu'avait laissé entendre d'une certaine manière Alain Juppé sur son blog pour justifier le fait qu'à aucun moment il n'a souhaité apparaître comme un plan B. Le fait que François Fillon ne l'a jamais dit lui-même publiquement. Moi, j'appelle de tous mes voeux François Fillon à avoir ce geste d'un homme politique responsable, de lui-même prendre l'initiative de constater qu'il ne peut plus faire campagne, d'arrêter cette fuite en avant et nous entraîner tous dans ce précipice, et de lui-même remettre ce flambeau à Alain Juppé. C'est cela que j'espère dans un souci de rassemblement de toute notre famille. Si François Fillon décidait, coûte que coûte, de maintenir sa candidature, il en a la possibilité, même mise en examen, quelle serait votre réaction et votre participation à vous-même à la campagne? Je ne veux pas le croire. Je ne veux pas le croire que François Fillon ira jusqu'à nous faire perdre, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus en capacité de se qualifier. Vous savez que l'UDI, les centristes, ont déjà retiré leur participation en attendant l'évolution des choses. Nous ne pouvons pas continuer de cette façon-là. Aujourd'hui, l'alternative, c'est Alain Juppé, je le répète, et j'en suis absolument convaincu. Vous avez parlé à Alain Juppé dans la matinée, vous êtes proche, on le sait également, de Nicolas Sarkozy. Que pense aujourd'hui l'ancien président de la République? Moi, je suis aussi convaincu que Nicolas Sarkozy veut la victoire de notre famille politique, de nos valeurs pour le pays, et qu'il fera tout pour que cette solution, une solution puisse émerger, mais surtout qu'il n'y ait pas de frustration, que ceux qui avaient voté Fillon comprennent que ce projet, nous allons le mûrir encore, nous allons encore le rendre plus acceptable par les Français, et qu'en fin de compte, Alain Juppé pourra gagner cette élection présidentielle. Merci beaucoup Georges Fenech d'avoir répondu à nos questions. Et puis sachez que François Fillon en ce moment même tient un meeting à Nîmes devant ses partisans. Voilà, vous le voyez sur ces images, c'est du direct. Henri Laurey, on vient d'entendre ce que vient de dire Georges Fenech. On a vu auparavant ce reportage avec un certain nombre d'élus proches de Nicolas Sarkozy, d'Alain Juppé, de Bruno Le Maire qui quittent la campagne littéralement. C'est tenable d'après vous? Georges Fenech, lui, dit qu'en gros le retrait de François Fillon, il est inéluctable. Écoutez, le retrait de François Fillon, c'est l'affaire de François Fillon aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, parce que on a l'impression que la majorité, les Républicains, est totalement pétrifiée, qu'il y a un certain nombre de gens qui considèrent aujourd'hui qu'il faut absolument partir, parce que ce n'est pas la personne de François Fillon qui est en cause, c'est l'avenir du parti, c'est l'avenir de la droite. La droite aujourd'hui ne me semble pas, on peut se tromper bien entendu, mais elle ne me semble pas en mesure de pouvoir être au second tour de l'élection présidentielle. Autrement dit, derrière, qu'est-ce qu'il peut se passer? On peut imaginer tout. Donc, je ne crois pas aujourd'hui, si vous voulez, qu'on puisse dire qu'il faut que François Fillon s'en aille. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il va partir. Je pense que c'est une affaire, d'abord, une équation personnelle extrêmement difficile, me semble-t-il, aussi à résoudre. Je sais que ça
Ça n'a pas lieu d'être dans l'analyse, mais ça l'est. C'est un homme seul. Que va-t-il se passer si demain matin il dit « je renonce » ? Il va être encore beaucoup plus seul. Alors maintenant, moi, une fois de plus, ce qui m'étonne le plus, c'est, d'une certaine manière, la pétrification, la tétanisation de la droite, des Républicains. Là, ils ne sont pas tétanisés, ils appellent, Écoutez, un certain nombre d'entre eux appellent aujourd'hui... Certains d'entre eux, mais bon, ce soir, il y a quoi, une dizaine de personnalités? Et d'autres. Alors, j'imagine que vous, Pierre Licia, vous ne vous dites pas pétrifié, vous faites campagne résolument derrière votre candidat. Bien au contraire, mais je comprends bien que le jeu médiatique fait qu'on donne souvent la parole aux voix dissonantes, puisque ça permet de raconter un peu une histoire, de storyteller la vie politique française. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, en tout état de cause, et je suis en désaccord avec Georges Fenech et avec toutes les voix dissonantes justement qui ont pris leur distance avec François Fillon, en tout état de cause, on se rend compte que la base du peuple de droite, si vous me permettez l'expression, tient, est solide. Et on se rend compte que... À quoi vous le jugez, ça ? Alors, plusieurs choses. D'une part, on était à peu près à 25%, un petit peu plus dans les sondages après la primaire, peut-être un peu plus. Non, plutôt 30. Après, maintenant, près d'un mois de matraquage médiatique. Disons, avant que l'affaire n'éclate, c'était du 25, quoi. Voilà, mais on se retrouve avec finalement... avec 5 points de moins par rapport à il y a quelques mois avant que l'affaire n'éclate. J'ai juste envie de dire finalement, la maison tient et la base surtout est solide. Et c'est pas quelques officiers chapeau à plumes qui préfèrent déserter à la première bourrasque qui donnent le ton aujourd'hui de ce que pense le peuple de droite. Et moi, je considère que changer de candidat à 2 mois d'une élection aussi cruciale que l'élection présidentielle, c'est le suicide assuré. Jérôme Sainte-Marie, vous êtes le professionnel des sondages. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le peuple de droite tient derrière son candidat ? Contre vents et marées et contre une partie de l'establishment. Majoritairement, oui. On sait que les 2/3 des sympathisants des Républicains souhaitaient, il y a 48 heures, que leurs candidats maintiennent sa candidature. Et on voit bien, même si François Fillon a reculé, qu'il y a encore 18, 19, 20% des Français qui souhaitent voter pour lui, alors qu'on est en pleine affaire. Alors il est 4 points derrière Emmanuel Macron à peu près. C'est beaucoup et c'est peu, parce qu'on peut se dire que c'est le moment... où c'est l'étiage, là, c'est le moment le plus bas. Et c'est ça la tragédie de la droite aujourd'hui, c'est qu'il y a des bons arguments en réalité pour tenir et des bons arguments pour lâcher. Et le problème, c'est que cette affaire-là, qui était assez simple et qui aurait pu être, comment dirais-je, à mon avis, surmontée, les changements de pied du candidat lui-même rendent les choses très difficiles. Il y a quand même un élément nouveau par rapport au fond de l'affaire depuis 2 jours, c'est le fait que quelqu'un qui a dit à la télévision, Bruno Le Maire l'a rappelé, si je suis mis en examen, je renonce, eh bien, annonce aujourd'hui que mis en examen, il ne renoncera pas. Et donc on ne peut pas à la fois, si vous voulez, dire je fais confiance en la justice de mon pays et dénoncer une manipulation politique tout à fait d'ailleurs possible. Donc on a, si vous voulez, cette contradiction qui fait que l'échec est possible, d'autant plus que, je suis très d'accord avec vous là-dessus, François Fillon, à mon avis, a les moyens de se maintenir. Peut-être de se maintenir sans l'emporter, mais il a les moyens de cela. Il a la légitimité de la primaire, il y a l'argent pour cela, et encore une fois, ça a été dit à l'instant par Pierre Licia, c'est vrai qu'il y a beaucoup de défections aujourd'hui, on verra si ça s'amplifie, mais enfin, c'est quand même toujours une petite minorité des responsables politiques des Républicains. Jérôme Dubu, vous avez quitté donc, la sphère Fillon, on va dire, c'était lundi, donc c'est tout frais encore. Vous avez le sentiment que ça reflète un mouvement plus général et que rapidement François Fillon va se retrouver assez seul, ou qu'au contraire, il y a, comme vient de le dire Jérôme Sainte-Marie, la possibilité d'aller au bout de cette campagne, même si vous n'en faites plus partie? Non, je crois qu'il a la possibilité d'aller au bout de cette campagne, puisqu'il a la légitimité de la primaire, il a les parrainages, c'est très important, il a 700 ou 800 parrainages, alors que le candidat qui pourrait le remplacer, aujourd'hui, en a 0. Ou quelques-uns, parce que les gens disent vous allez parrainer Alain Juppé. Bon, donc à mon avis, tout ça est beaucoup trop tard. Si Alain Juppé revenait, est-ce que vous seriez prêt, vous? Ah non, mais moi j'ai fait un choix. Aller du côté d'Alain Juppé. Pas au retour d'Alain Juppé. C'est beaucoup trop tard. Et j'en veux aux dirigeants de ma famille politique d'avoir laissé s'installer cette candidature, alors qu'on savait très bien qu'il fallait débrancher M. Fillon en 48 heures. Début février, donc. Mais début février. On savait bien que c'était un cancer métastasé très avancé, cette affaire. Et malheureusement, on y est. On y est. Alors, on a perdu 1 mois et demi. Georges Fenech a eu l'intuition. Il est magistrat, c'est un ancien magistrat. Il sait comment ça se passe.
Il sait comment ça se passe, les affaires judiciaires. Surtout dans ce contexte-là. Il a eu l'intuition de dire il faut que François Fillon parte et qu'on trouve un plan. Simplement, les très grands chefs à plumes, pour reprendre l'expression de Pierre Licia, comme Nicolas Sarkozy ou comme Alain Juppé ou comme François Baroin, ne se sont pas entendus sur un plan B. C'est pour ça que Fillon est encore là aujourd'hui. C'est tout simple à comprendre. Georges Fenech, avec son intuition de magistrat... Pas sur l'hypothèse Juppé. Il y a eu un blocage sur l'hypothèse Juppé et il y a eu un blocage sur l'hypothèse Baroin. On est toujours avec M. Fillon. Georges Fenech, avec son intuition de magistrat, soutenait Nicolas Sarkozy, mis en examen lui-même dans une affaire à la primaire. Qui a perdu la primaire. Bon, donc, un peu différent. Il n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Il voulait qu'il le soit. Quant au score de 19%, excusez-moi, ou 19 ou 20%, Nicolas Sarkozy a fait 32% en 2007. Nicolas Sarkozy, il a gagné. Nicolas Sarkozy a fait 27% en 2012 et il a perdu. Chirac a fait 19% en 2002. Oui, mais enfin, il a eu un coup de bol extraordinaire de retrouver Jean-Marie Le Pen. Il a eu un coup de bol extraordinaire de retrouver Jean-Marie Le Pen et il y avait d'autres candidats comme François Bayrou, comme Alain Madelin, comme Philippe de Villiers. Donc mettre la droite à 19%, c'est catastrophique. C'est pas du tout l'étiage naturel de la droite. L'étiage naturel est plutôt à 25%. Non, on peut comprendre que Alain Juppé ne soit vraiment pas tenté d'y aller parce que, arrivé dans un contexte comme celui-ci, dans le cadre d'une débandade généralisée, c'est catastrophique. Il ne risque qu'une seule chose, vérité Juppé, c'est de perdre une troisième fois. Alors, pourquoi forcément? Parce que finalement, ce sera un changement de candidat. Oui, mais écoutez, pour ressusciter une dynamique, vous avez des tas de gens qui sont déjà partis. Tenez, vous êtes partis du côté de chez Macron. Vous ne devez pas être le seul. Pas du côté. Il y a 20% des électeurs, c'est du côté de ces... et puis Alain Juppé a perdu l'un de ses principaux arguments, François Bayrou. Oui, mais vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que si Juppé revenait aujourd'hui... C'est trop tard. Eh bien voilà. Je l'ai dit, il y a 20% de l'électorat sarkozyste qui a voté Sarkozy. Je parle sous le contrôle de Jérôme Sainte-Marie. 20% de l'électorat Sarkozy de 2012 qui aujourd'hui va voter Macron. C'est pas un hasard. Cet électorat aussi la peur de perdre. Oui, donc sera lié à celui qui est le mieux placé, qui apparaît le mieux placé aujourd'hui, c'est Emmanuel. Enfin, le moins éloigné de ses idées, le mieux placé, c'est Emmanuel Macron. Le moins mal placé, si vous préférez. Pierre Licia. Oui, moi je ne suis pas trop un adepte de la politique fiction et je crois savoir que si j'avais écouté justement les sondages à 3 semaines de la primaire de la droite, j'aurais jamais soutenu François Fillon et même j'aurais demandé à François Fillon de se retirer de la course parce qu'il était à 8-10%. Là aujourd'hui nous sommes à 2 mois de l'élection présidentielle, si ma mémoire est bonne, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. 50 jours. On est à 50 jours. On est dans une situation assez inédite où finalement cette symphonie médiatico-judiciaire autour de cette affaire-là est brillamment orchestrée de sorte à ce qu'on ne parle jamais de fond. Et on arrive finalement dans une situation où à 50 jours de l'élection orchestrée par qui? Personne ne sait. Orchestrée par personne qui? ne sait. Je termine mon propos. Oui. Personne ne sait ce que proposent les candidats. Alors enfin, M. Macron a proposé les grandes lignes de son projet. Il se trouve que François Fillon a déjà présenté son projet il y a fort longtemps. Maintenant, ce que les Français attendent pour faire leur choix, c'est un débat de fond, tout simplement. Pierre Licia, qui est responsable du fait que François Fillon, vous le dites d'une certaine manière aujourd'hui, est inaudible sur les questions de politique? Qui est responsable de ça? Les médias, les juges qui enquêtent et qui ont décidé de ne pas interrompre une enquête parce qu'on entre là dans la période de campagne présidentielle? Alors, ne comptez pas sur moi pour attaquer soit les juges, soit les médias. Je dis simplement que le tempo est assez extraordinaire, que finalement on a une affaire qui commence il y a plus d'1 mois et qui se termine finalement avec une mise en examen à 2 jours du dépôt. Il n'y a pas encore de mise en examen, attention. Non, mais enfin qui s'achemine vers une mise en examen à 2 jours. Enfin voilà, quelle extraordinaire coïncidence. Si vous commencez par dire que votre candidat va être mis en examen, c'est mauvais pour lui. Non, je reprends les propos qu'il a lui-même dit. Non. Pour fin d'être mis en examen. Il aurait pu être cité à comparaître, ça n'a pas été le cas. Alors, on en saura plus, mais encore une fois, 2 jours avant le dépôt des parrainages. Donc... Si les arguments de ses avocats ou si les arguments de M. Fillon sont bons devant le juge, il peut être mis en témoin assisté. Et bien dans ce cas-là, il aura toute sa légitimité pour rester candidat. Alors ne dites pas qu'il est mis en examen. C'est pas tout à fait le cas encore. En tout cas, c'est lui qui l'annonce. François Fillon le dit lui-même. Jérôme Sainte-Marie. Oui, là où il y a un aspect tragique dans tout cela, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas de choix évident qui s'impose à la droite. Si effectivement, je voudrais souligner un point, c'est que si jamais il y avait une solution de remplacement qui était trouvée, par exemple la solution Juppé, on sait qu'une bonne partie, surtout dans le climat de radicalisation de la campagne de François Fillon, on sait qu'une partie des électeurs actuels, parmi les 18, 19, 20%,
irait soit vers l'abstention, soit irait vers le Front National, directement vers Marine Le Pen, en disant on a été trahi par nos propres chefs qui, au fond, ont suivi l'action plus ou moins manipulée à leurs yeux de la justice, de la presse, etc. Donc Alain Juppé ne retrouvera pas immédiatement les 19% actuels. C'est ça qui est vraiment très, très embarrassant. Par ailleurs, je soulignerai quand même le point, c'est que c'est pas verser à la théorie du complot que de se poser des questions. Par exemple, il y a un point très intéressant, parce qu'on ne va pas rentrer dans des... C'est qu'il y a des fuites systématiquement. Je n'ai pas entendu... Les comptes rendus d'audition du couple Fillon lui-même. Hein. Pour savoir ce que trouvent les policiers, maintenant, il faut acheter le monde le lendemain. Je n'ai pas entendu le garde des Sceaux ou les instances qui sont en charge de garantir, qui parlent de la République en permanence, je n'ai pas entendu dire il va y avoir des poursuites auprès des policiers ou des magistrats qui font fuiter. Et comme les avocats de M. Fillon ne sont pas actuellement dans la boucle, pour des raisons à ce stade de la procédure, ça ne peut venir que de l'État. Donc ça pose un vrai problème. Là, on a quand même quelque chose, si vous voulez, qui est relié. Et comme c'est relié par un média dont l'actionnaire, un des actionnaires, affiche en permanence, y compris sur Twitter aujourd'hui, sa proximité avec M. Macron, ça permet de nourrir un récit qui est un récit terrible. Or, mais le fait générateur de cette affaire, c'est quand même mais c'est vrai, qui sont sujets à caution. Vous notez que la présomption d'innocence, là, elle est quand même largement bafouée. Oui, mais c'était la même chose dans les affaires Malion et Sarkozy. Tout sort dans la presse. Que les deux choses sont vraies. Dans la presse, malheureusement. Les deux choses sont vraies et que du coup, on aura... Moi, c'est juste... J'en viens... Je ne suis pas un spécialiste de cette affaire-là, mais j'en viens par contre à la conséquence politique. C'est que c'est un récit qui est suffisamment convaincant pour persuader une partie de l'électorat actuel potentiel de M. Fillon de lui être fidèle jusqu'au bout et si jamais il était remplacé, de ne pas voter pour le remplaçant. Il y a quand même un problème dans cette affaire, c'est que si vous voulez, il y a eu des changements de pied incessants. Des changements de pied incessants. On commence par nous dire que s'il était mis en examen, eh bien, il se retirait. C'est la première déclaration. Elle est forte. On va tout à fait. Sur la et maintenant, maintenant que la mise en examen serait proche, il y a une perspective de maintien. On arrive malheureusement au terme de ce débat. Je vous remercie à vous tous d'y avoir participé. Merci à Jérôme Dubu, à Pierre Licia, à Henri Loret et à Jérôme Sainte-Marie. Restez avec nous. C'est la suite de l'actualité. Tout de suite, vue du net, un œil sur les médias. Un œil sur les médias avec vous, Myriam Amellal. Bonjour. Emmanuel Macron, on en parlait. Il a donc dévoilé son programme, visiblement un programme très très attendu. Ça fait des semaines, voire des mois, qu'on se plaignait du manque de précision. Et il faut dire que très attendu, pas que par les électeurs français, même par des personnes inattendues, comme par exemple Boy George, le chanteur, qui quelques instants avant le début du discours si attendu d'Emmanuel Macron a tweeté un tweet « J'aime la France et j'espère qu'Emmanuel Macron va stopper ce virage à droite ». Évidemment, ça a fait réagir sur les réseaux sociaux et un tweeto lui a répondu que Emmanuel Macron était à droite. Et du coup, il a répondu sur son compte Twitter « I thought he was gay ». Je pensais qu'il était gay. Donc voilà pour la petite anecdote. Vous avez aussi d'autres informations intéressantes. Certains s'en inspirent vraiment. C'est le cas de Matteo Renzi en Italie qui a utilisé le terme « en marche », in camino. Bon, je ne le prononce pas très bien, mais en tout cas, c'est ce que cela veut dire. Il est en train d'essayer de récupérer le Parti démocrate, de remettre la main sur le Parti démocrate de centre-gauche. Et il a tweeté in camino, donc en marche, lorsqu'il était en visite en Calabre, avec cette photo où il marche sur le front de mer. Et on apprend par l'Espresso, le journal italien, que ce nom de domaine a été déposé fin janvier par son équipe. Donc, comme quoi certains s'en inspirent quand même d'Emmanuel Macron. C'est plutôt en balade qu'en marche, là. Oui, c'est plutôt en balade, très agréable d'ailleurs, qu'en marche. Vous avez aussi une autre information qui nous laisse penser que Emmanuel Macron lui-même s'inspire d'autres personnes. C'est Michel Alliot-Marie qui nous l'a fait remarquer par un tweet, parce que sur son programme, eh bien, on peut lire « Retrouver notre esprit de conquête pour bâtir une France nouvelle ». Il se trouve que « Esprit de conquête », c'est le slogan de Michel Alliot-Marie, et « Nouvelle France », c'est le nom de son parti. Donc Michel Alliot-Marie ne s'est pas gêné de le faire remarquer avec ce tweet. Alors Emmanuel Macron, vous me rejoignez pour la présidentielle 2017, où c'est simplement un emprunt de mon slogan de campagne, point d'interrogation. Donc on n'a pas de réponse, mais... Faites des ponts soupçonnés. On a bien vu Emmanuel Macron chez Philippe de Villiers, pourquoi pas
Pourquoi derrière pas Michel Alliot-Marie. Exactement. Mais on ne parle pas que du programme d'Emmanuel Macron, on parle aussi du programme de François Fillon. Lundi chez le juge, mardi chez le juge, mercredi chez le juge. Vous comprenez qu'il s'agit bien de ce nouveau rebondissement. On en parle énormément sur les réseaux sociaux. Dans la presse internationale et notamment The Independent, on s'inquiète de la manne électorale que ça pourrait apporter à Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, on en parle beaucoup également dans la presse internationale, notamment la presse arabe, Al-Sharq al-Awsat, mais aussi vous avez par des dessins, regardez ce dessin de Dilemme, et je pense qu'on terminera là-dessus, c'est un crime contre l'immunité, voilà, par rapport à la levée de l'immunité. Levée, bien sûr, sur ces photos, effectivement, assez traumatisantes du groupe État islamique postées sur le compte Twitter de la candidate et présidente du Front National. Merci beaucoup, Myriam, merci à nouveau à nous débatteurs, restez avec nous, c'est la suite de l'actualité tout de suite, mais avec Stéphanie Antoine dans Paris Direct.